Bonjour à toutes et à tous, vous regardez L'œil de Moumou, votre émission hebdomadaire avec Mourad Guichard qui ausculte chaque semaine nos grands médias et vous en livre les dérives, les dérapages et quelquefois les rares accomplissements. Et ce programme n'existe que grâce à vos dons, alors soutenez la riposte, c'est le nom de notre campagne citoyenne qui vise à bâtir une chaîne d'information indépendante et populaire sur les réseaux sociaux, mais aussi peut-être sur la TNT francilienne. Alors rejoignez le mouvement et soutenez-nous sur campagne.lemediatv.fr. Et n'oubliez pas, si vous voulez nous voir sur la TNT, il faut signer la pétition sur tntdesindés.fr. C'est parti pour l'œil de Moumou. Bonjour Mourad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi ma chère Amira. C'est toujours un plaisir de te retrouver. Alors avec nous aujourd'hui un invité, Alexis Lévrier, historien du journalisme. Merci d'être avec nous monsieur Lévrier. Merci à vous. Alors, avec vous, on va bien sûr décrypter les tops et les flops médias de la semaine que Moumou nous a gentiment préparé. Ce sera finalement l'occasion d'analyser la façon dont l'extrême droite a fait main basse sur nos médias avec une seule idée derrière la tête. Alexis Lévrier, vous allez bien nous le répéter, ça, prendre le pouvoir. Bonjour, messieurs. Et c'est parti pour le préambule, parce que comme d'habitude, avant tes tops et tes flops, Moumou, on commence par le préambule. Et oui, et je vais remercier de nouveau, effectivement, Alexis Lévrier d'avoir accepté cette invitation. Vous faites rare, et du coup, d'avoir accepté de venir sur ce plateau me fait énormément plaisir, parce que vous êtes un fin connaisseur de ces questions. Et donc, c'est pour ça que j'ai souhaité, une nouvelle fois, que vous soyez là dès le départ et que vous pouvez largement intervenir et commenter ce qu'on va développer ensemble avec Amira. Alors le préambule, il va porter, donc je rappelle, le préambule c'est quelque chose qu'on ne peut pas placer ni dans les tops ni dans les flops, qui n'a pas forcément un rapport direct avec la presse et avec les médias, quoique, et d'ailleurs peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais les réseaux sociaux sont devenus une forme médiatique aboutie, que par les souvent, la plupart des gens que je rencontre ne s'informent que par ces réseaux. Et là, on voit les malheurs, c'est horrible, les malheurs de la bourgeoisie parisienne. Et il s'est passé quelque chose d'absolument terrible. Et heureusement qu'une grande lanceuse d'alerte qui s'appelle Charlotte Rocher nous a alertés là-dessus, sur ce scandale absolu et total. Vous allez voir cet extrait vidéo. Voilà ce qui s'est passé. Voilà comment on a saccagé Paris jusque sur le parvis de l'hôtel de ville. Je vous laisse regarder. On connaissait tous le mauvais goût de la gauche parisienne, mais vraiment là ça dépasse tout. Ils ont osé mettre sur le parvis de l'hôtel de ville des tables à pique-nique, comme si on était sur une vulgaire aire d'autoroute. C'est hallucinant. En termes de mobilier urbain, à Paris, ils avaient quand même le choix entre les bancs à view, les colonnes Maurice, les fontaines Wallace, mais non, ils ont décidé de copier le mobilier urbain de l'Assis. Des tables de pique-nique en bois naturel sur le parvis. Ça va lancer une alerte. Mais c'est heureusement qu'ils sont là. Mais quand je pense à toutes ces familles qui vont venir manger des sandwichs sur ces tables, c'est horrible. C'est absolument horrible, à 2 pas de la Seine et de Notre-Dame. C'est terrible. Vraiment, la bourgeoisie parisienne a que ça à foutre. C'est assez magnifique. C'était mon seul préambule de la semaine parce que voilà, je pense qu'il en vaut 10, celui-ci. Il est magnifique. Et puis en plus, on a un invité aujourd'hui. Donc voilà, il faut savoir faire court. Donc c'est maintenant l'heure de tes tops. Et comme chaque semaine, ça vaut le détour. Alors ton premier top, Moumou, c'est le top Raslar. Il est attribué à Franc-Tireur, qui n'a bien sûr pas loupé l'occasion de tirer à balles réelles sur Zoran Mamdani et ressort ce bon vieux mot qu'ils adorent, l'islamo-gauchisme. Ça existe aussi apparemment à New York. Oui, alors c'est pas un manque de bol pour eux, c'est pas un zarabe. Sauf qu'il a quand même, il y a un petit côté Canada Dry, il a quand même la couleur du zarabe et il est accessoirement musulman. Mais on s'en fout complètement qu'il soit musulman, si ce n'est à l'essentialiser à mort. Et ils vont, donc il manque de bol pour eux, il est en tête
tête des sondages pour la mairie de New York. C'est un démocrate en plus, il est de gauche, il est pro droit international et pro Gaza. Il coche toutes les cases, le pauvre garçon. Et donc évidemment, il ne plaît pas à Franz Sierer qui va le flinguer et qui va, alors comme c'est pas un vrai arabe, ils vont réussir à placer. Je vous laisse regarder le tweet qui accompagne cette une absolument dégueulasse, où ils vont placer le mot musulman et frériste dans la même phrase. En mettant musulman et frériste avec une tronche qui ressemble un peu à la mienne. On a compris le mais moi, message. je ne candidate pas pour la mairie de New York. Hein. Mais tout de suite, on se dit c'est un arabe quand on ne connaît pas le personnage. Et on ne va pas aller chercher sur la fiche Wikipédia et compagnie. Et donc, ils réussissent ce super amalgame et ils vont expliquer en substance qu'en fait, les fréristes, alors les fréristes, c'est du Florence Bergeau-Blaclair, hein, c'est du fantasme. Moi, j'en connais pas. J'en ai jamais croisé des fréristes, des frères musulmans du moins. Et eux, ils vont expliquer qu'en fait, il est financé par eux. Et ça m'a renvoyé vers un propos de Michael Moore, qui était assez drôle, donc le documentariste américain. Alors, je ne sais plus si c'était Bowling for Columbine. Non, je crois que c'était dans 9/11, où, en fait, il explique que, contrairement à ce qui se disait à l'époque aux États-Unis, que le financement des campagnes électorales était complètement opaque. Et donc, il avait créé des fausses en-têtes. Et il avait envoyé $100 plusieurs fois à des candidats. Et il avait mis en-tête, si mes souvenirs sont bons, c'était quelque chose comme les cultivateurs de cannabis de l'Arkansas et les pédophiles de l'Ohio. Et il recevait en remerciement des courriers où il y avait marqué, craché directement des imprimantes des cercles politiques, il y avait marqué un grand merci à vos amis pédophiles de l'Ohio ou cultivateurs de cannabis de l'Arkansas. Mais évidemment que ce n'est pas vérifié, ils n'en ont rien à foutre. Donc je ne vois pas comment on peut attribuer à Mamdani le fait qu'il soit comptable de recevoir de l'argent, si tant est que ce soit vrai, parce que c'est quand même dans Franz Sierer, de l'argent des frères musulmans et donc des Arabes. Voilà pour ce premier top. Et le deuxième top, c'est le top harcèlement de rue. Il est attribué cette fois-ci à Jordan Florentin. Et vous allez le voir, c'est assez édifiant. C'est complètement édifiant parce que là, il va de nouveau... Alors, Jordan Florentin, dont ça n'est pas le patronyme, je ne sais pas pourquoi il a changé son nom, il va s'adonner de nouveau à un harcèlement de rue qui n'a rien à voir avec du journalisme. Et Alexis, je vous laisserai commenter cet extrait. Imaginez un quart de seconde une femme harcelée dans la rue. Donc, il y a une loi d'ailleurs sur ça, et qui soit filmée sans son accord et en plus pour diffusion. C'est-à-dire qu'on sait très bien que c'est pas filmé juste pour le plaisir, c'est filmé pour diffusion. Je vous laisse regarder l'extrait. C'est-à-dire juste d'interviewer une personnalité publique dans la rue, elle vous dérange. Par contre, le fait que ce monsieur nous qualifie d'être d'extrême droite, ça vous dérange pas? C'est objectif. Ah bon, c'est objectif? Oui. Allez-y, définissez-moi ce qu'est l'extrême droite. Je vais pas répondre. Voilà. Mais non, mais vous le savez pas en fait. Vous êtes incapable. Regardez, vous tremblez, vous ne savez même pas ce qu'est l'extrême droite. Oui, vous êtes incapable. Regardez, vous avez le micro, vous avez tout le temps. Définissez-moi ce qu'est l'extrême droite. Écoutez, ce que je sais, c'est définissez-moi ce qu'est l'extrême droite. Et la rue Saint-André-des-Arts. Définissez-moi ce qu'est l'extrême droite. Une personne donc vous savez qui pas. marchait. Comment vous analysez cet extrait où il va sans consentement harceler, ne même pas laisser le temps de la réponse? Est-ce qu'on est dans du journalisme ou dans autre chose selon vous? Mais là, il prouve précisément ce qu'est l'extrême droite, ce qu'est le journalisme d'extrême droite, qui est une tradition qui remonte à la Belle Époque. On peut considérer que ça commence avec Édouard Drummond, avec la libre parole, ça se structure avec l'affaire Dreyfus, on le retrouve massivement dans l'entre-deux-guerres, ça triomphe avec la collaboration. Et puis c'est une tradition journalistique qui a un peu disparu, ou en tout cas qui est passée dans l'ombre après la mort de Brasillac, celle de Drieux-La Rochelle. C'était pas tendance d'être d'extrême droite. Et donc ces gens, ils n'ont pas disparu, mais ils ont été tenus à distance de l'espace mainstream, disons. Et ils sont revenus à partir de 2018, à partir du moment où Valeurs Actuelles se radicalise à l'initiative de quelqu'un qui n'est pas d'extrême droite, d'ailleurs, qui est Yves de Kerderen, mais qui comprend qu'il y a un espace à prendre, que d'un point de vue électoral, ça fonctionne, et que donc, d'un point de vue médiatique, il y aura un espace à conquérir. Ça a été d'ailleurs une réussite en termes de vente. Ils ont eu beaucoup de condamnations, mais ça a fait émerger des figures qu'on a ensuite retrouvées au sein du monde Bolloré. Et depuis 14 ans maintenant, après 13 ans, on a une extrême droite qui est puissante en France comme elle ne l'avait pas été depuis 1945.
depuis 1944. Et ils sont revenus au cœur de l'échiquier médiatique et ils n'ont pas changé. Alors, ils ont changé de bouc émissaire, c'est-à-dire que la figure de détestation principale, c'est devenu le musulman, l'étranger, l'immigré. Ça n'est plus le juif, alors que toute cette tradition s'était construite autour de la détestation des juifs, qui était vraiment l'entité dont on devait se débarrasser pour retrouver une forme de pureté perdue. Et aujourd'hui, on n'ose plus le dire. Je ne pense pas que l'antisémitisme ait disparu dans cette extrême droite-là, mais il est au second plan, provisoirement au moins. Et en revanche, on s'est trouvé une nouvelle cible, et cette cible, ce sont les musulmans principalement. Et leur méthode, parce que toute cette tradition du journalisme d'extrême droite, on avait des journaux, on avait des médias d'extrême droite, et il y avait des ligues, il y avait des groupuscules fascistes dans l'entre-deux-guerres, qui était capable qui passaient de l'espace médiatique à l'espace public, qui était capable de s'en prendre à des gens qui ont essayé d'assassiner Blum après, d'ailleurs que Maurras lui a mis une cible dans le dos dans l'Action française en disant c'est un homme à fusiller mais dans le dos. Les Camelots du Roi, comme on les appelait, qui était donc le groupuscule lié à l'Action française, ils ont essayé de le faire. Et en fait, je pense qu'avec Frontières, on revient à ça. Ce sont des gens qui sont allés dans les locaux de l'Arcom pour faire peur au moment de la fin de C8, là en février, aux sages de l'Arcom et à la nouvelle direction. Et on peut considérer que ça a fonctionné, parce qu'il n'y a plus de sanctions à l'égard du groupe Bolloré, alors même qu'il piétine une convention qui a été durcie pourtant. La reconduction de la fréquence s'est assortie d'un cahier des charges plus dur, donc d'un contrôle plus strict, sauf qui n'est pas du tout respecté, et que ça se fait dans une totale impunité, et je pense que le coup de force de Frontières n'y est pas étranger. Donc ce sont des gens qui font planer une menace un peu indistincte, qui pour l'instant ne peut pas, là on voit bien qu'il pousse ce jeune homme dans ses retranchements, il lui fait peur, il lui dit tu trembles, enfin alors qu'il ne tremble pas du tout. Non, il ne tremble pas du tout, mais ça prouve que ces gens, ils ne peuvent pas encore faire exactement ce dont ils ont envie. L'extrême droite n'est pas encore au pouvoir. Ils savent qu'il y a un espace qui est ouvert, que ces pratiques-là, elles sont tolérées, mais qu'elles restent quand même... Il y a encore un état de droit en France. Mais il faut imaginer ce que ces gens pourront faire une fois que l'extrême droite sera vraiment au pouvoir. Alors, par exemple, on va voir avec notre confrère, intervenant régulier sur le Média TV, Mathieu Slama, il va de nouveau, ce fameux Jordan Florentin. Alors, je précise qu'il avait fait, puisque vous parlez des musulmans, il a organisé un safari au Champ de Mars, où il allait traquer les vendeurs noirs, très clairement, pour dire « Ah là là, vous êtes... oh, bonjour, welcome, machin », avec une arrogance complètement folle et avec un racisme tout à fait assumé. Là, il va s'en prendre à Mathieu Slama. Alors, je me suis posé la question, d'ailleurs, il faut que je la pose à Mathieu Slama, comment il a pu savoir qu'il sortait à ce moment-là ou qu'il passait par cet endroit à ce moment-là. Ça veut dire que c'est prémédité. Bien sûr. Il va s'en prendre à lui et il va se présenter à la troisième personne. Je trouve ça extraordinaire. Je vous laisse écouter. Monsieur Slama, est-ce que je peux me permettre de vous offrir le dernier magazine de Frontières sur les liens entre des maires et l'islamisme? Vous parlez avec Jordan Florentin, là. De rejeter les gens comme ça dans la rue? Oui, vous, absolument. Ah, vous êtes comme ça, vous. Vous me mettez des cibles dans le dos, ça vous dérange pas? Aucune cible, qu'est-ce que vous racontez? C'est vous qui mettez une cible dans le dos sur moi, alors. Ah, moi, je vous ai pas menacé, vous dites que je suis d'extrême droite. Parce que là, vous allez mettre les images après sur Internet et vous allez... que je suis d'extrême droite, monsieur. Vous allez créer du harcèlement sur moi. Monsieur, vous êtes un essayiste, dites-nous, c'est quoi l'extrême droite? C'est vous. C'est quand même pas Moumou qui ferait ça, de parler de lui à la troisième personne. Il est trop modeste, Moumou. Il se prend pour Alain Delon. Et incroyable, incroyable. Alors, petite parenthèse quand même qui est intéressante, je trouve, c'est que ce garçon, alors qui parle de l'extrême, alors réécoutez extrême droite en direct. Il va non pas s'en prendre à, je sais pas, Kevin Razi par exemple, ou Yvan Le Bolloc ou Ashton, parce que sinon il se prendra un coup de boule direct. Il va s'en prendre à des gens justement, plutôt sympas, plutôt modérés, pas de grande taille, pas costauds. Oui, il s'en prend à des gens bien calibré. Qu'il a peur. Il sait bien, peut-être un peu, il sait bien que Mathieu Slama ou le jeune homme, le jeune garçon va pas lui rentrer intelligent va pas lui mettre un coup de boule. Donc voilà, il y a aussi un choix quand même qui montre une espèce de faiblesse. De lâcheté.
Et c'est l'heure de passer à ton autre top, c'est le top gentleman. Alors c'est très rare dans cette émission d'accoler un si bel adjectif au nom que je vais citer, un meilleur Habib. Vas-y, justifie-toi, Moumou, t'as intérêt à avoir de la matière. Meilleur Habib, mon cochon. Alors, mon cochon, c'est gentil, meilleur. Hein. Je sais pas du tout. J'ai pas dit porc, j'ai dit cochon. Tu vas aller en procès, toi, Moumou. Ah non, mon cochon, c'est gentil. C'est une expression populaire française. Il va en fait s'en prendre. Alors. Je rappelle qu'il il a collé un procès à David Guiraud, on attend le résultat, et il va s'en prendre. Alors, c'est super courageux, c'est pour ça que c'est un gentleman, parce qu'il va s'en prendre en direct, en partie, sur le plateau d'I24 News, mais surtout, il va s'en prendre en off à l'une des intervenantes. Je vous laisse écouter ce montage qui est signé The News. Je remercie ce compte pour ces informations. Il débusque quand même pas mal de choses. Je vous invite à les suivre sur les réseaux sociaux. Je vous laisse écouter. Je trouve ça assez indécent, ce rapprochement. Je suis pas sûre que les familles... C'est vous qui je vous trouve totalement indécente et ridicule, mais c'est pas grave, on va continuer. Alors vous n'acceptez pas qu'on vous traite de porc, mais moi, vous m'insultez de ridicule, c'est pas vrai. Merab Meyer, voilà. On rappelle, Meyer Habib, que vous êtes défendu par Olivier Pardo et Gilles-William Gonadel, qui sont des amis de cette émission et des débatteurs réguliers sur notre antenne. Oui, je vais répondre à cette question. Je tiens quand même à vous dire ce qui se passe sur ce plateau, parce que c'est pas enregistré. J'ai mon co-débatteur qui respecte pas du tout... Vous allez respecter l'émission. Mais vous allez respecter l'émission, madame. Il me dit en off, vous êtes nul, parfaitement nul. Vous savez que ce genre d'approche, ça a aussi une qualification juridique. Oui, et je vais répondre à votre question, Raphaël. Vous n'êtes pas nul, vous êtes une star interplanétaire. Merab, pas d'attaque personnelle. Non, mais c'est quand même assez... Pas d'attaque personnelle. Non, mais il n'y a pas d'attaque personnelle. Je viens de me faire injurier. Je viens de me faire injurier avec une volonté de déstabilisation. Mais on en reparlera. Vous l'invitez souvent, cette dame, sur l'émission. C'est la première fois que je la vois, mais beaucoup d'agressivité, alors que c'est une émission qui est... Ouais. Meyer Habib, je vous invite... Écoutez, on va pas faire des attaques personnelles sur cette émission. Merab, je vous ai posé une question sur le fond et sur cette loi présentée à la Knesset. Qu'est-ce que ça raconte, ça ? Ça raconte ce qu'est un peu I24 News. Alors, il y a parfois une modération. On voit qu'il y a un journaliste en plateau qui essaye quand même de tempérer un peu ce qu'il dit. Sauf que le comportement de Meyer Habib prouve que, pour lui, il est chez lui. C'est lui qui maîtrise la parole, qui a le droit d'évincer une invitée qui ne lui convient pas. Et je trouve que ce comportement prouve que cette chaîne franco-israélienne est assez problématique quand même, parce qu'elle ne relève pas de la compétence de l'Arcom, mais elle relève des lois françaises. Or, on y a entendu au moment de la guerre à Gaza des discours qui légitimaient des actes de barbarie à l'égard de la population gazaoui, voire même... qui appelait au génocide. À balancer une bombe atomique sur Gaza et ainsi de suite. Donc, moi, je m'interroge. C'est une chaîne, certes, qui ne relève pas de la compétence de l'Arcom, mais qui relève des lois françaises. Et quand on appelle comme ça à un génocide ou à une déportation, on justifie des crimes de masse. Et quelque part, Meyer Habib, il a le sentiment qu'il peut faire ce qu'il veut sur cette chaîne. Il est chez lui et les autres invités doivent finalement souscrire à tout ce qu'il dit. Et c'est assez inquiétant sur le fonctionnement même de cette chaîne. Et en plus, on rappelle que Meyer Habib n'a plus de mandat. Hein, donc il l'invite, on se demande à quel titre. Ouais. Et c'est le moment de passer au flop. Alors, ton premier flop, Mou, c'est l'histoire se répète et c'est attribué à celui qui revient régulièrement dans cette émission, Éric Zemmour. Alors là, il s'en prend à la culture et attention, son projet fait mal. Oui, parce que alors j'ai trouvé ça. Je raloche souvent sur le fait qu'on invite Zemmour qui... Idem, comme pour Meyer Habib, n'a pas de mandat, ne représente pas grand-chose. Là, j'ai trouvé ça, pour le coup, plutôt intéressant parce que ce raciste multicondamné va dévoiler un véritable projet de société. Et il va nous parler de culture. Vous savez, la fameuse expression, quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver. Là, il va le mettre en musique, sans jeu de mots exagéré. Et je vous dirai juste après à quoi ça m'a fait penser. Je vous laisse écouter. On a une conception qu'on veut moderne, qu'on veut nouvelle, transgressive, du patrimoine, qui n'est plus la simple préservation et protection du patrimoine, mais la mise en relation avec un art contemporain, la plupart du temps affreux, qui joue avec les arts et les superbes œuvres du passé. La vérité, c'est que ça ne permet qu'à des artistes contemporains, le plus souvent minables, de profiter de l'aura
des œuvres sublimes du passé. Madame la directrice du Louvre a été et tout à fait la représentante de ce courant, et d'ailleurs a été choisie par M. Macron pour cela. C'est pour ça que M. Macron refuse sa démission, parce qu'ils sont en vérité en phase. Moi, je m'inscris en faux contre cette conception que je trouve ridicule, et je pense qu'il faut revenir à une conception traditionnelle du patrimoine, de défense du patrimoine pour le patrimoine, de suppression du ministère de la Culture et de supprimer le ministère de la Culture. Absolument, et qui est devenu un antre à wokiste et absolument à gauchiste lamentable. Je pense qu'il faut supprimer le ministère de la Culture et remettre un secrétariat d'État, comme c'était avant Malraux, un secrétariat d'État aux beaux-arts et au patrimoine. C'est mot pour mot, idée pour idée, exactement la pensée nazie, vous me direz ce que vous en pensez, Alexis, de l'art dégénéré, donc des compositeurs, notamment des peintres juifs. Là, on n'est pas très loin de l'autodafé quand même. Hein. On n'est pas très loin de brûler des bouquins ou de briser des vitrines de librairies dégénérées. Comment vous comprenez que sur des chaînes grand public, on puisse laisser des gens déverser des propos comme ça sans réaliser, peut-être qu'ils le réalisent, mais sans piger, comprendre que ça renvoie quand même à une histoire assez particulière? Oui, alors il est prudent, il tient pas des propos qui vont légitimer les pratiques nazies, mais c'est plutôt dans les implicites que ce sont des propos, effectivement, et je partage tout à fait ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a... D'ailleurs, il dit une chose très juste et qui éclaire sur cette idéologie. C'est quelqu'un qui se revendique tout le temps du gaullisme, comme le RN maintenant, les descendants de l'OAS et de Vichy se revendiquent du gaullisme. Et là, lui, il assume quelque chose qui est de dire qu'il va en finir avec Malraux. Et Malraux, c'est le gaullisme. Il n'y a pas plus représentatif de l'incarnation. Ben voilà, il en est l'incarnation du gaullisme culturel. Et justement, qu'il y avait une politique de décentralisation d'un point de vue culturel, et il veut en revenir à un état antérieur à cela. Et effectivement, ça montre aussi que cette extrême droite, qui n'a que le mot liberté d'expression à la bouche, et qui arrive souvent en disant on va rétablir une liberté d'expression totale, en fait, elle rêve d'une censure très générale et d'une maîtrise du champ culturel. Donc effectivement, ces propos, ça rappelle des propos sur l'art dégénéré. Moi, ça m'a rappelé la bande dessinée excellente de Luz qui s'appelle Deux filles nues, qui a eu le Fauve d'Or à Angoulême cette année, et qui raconte justement la politique nazie à l'égard de cet art dit dégénéré. Il y a quelque chose là, du souvenir de cette extrême droite-là, mais il faut rappeler, pour ça que Zemmour est très intéressant, lui, il assume plus de choses que le reste de l'extrême droite. Et quand je parlais tout à l'heure du fait qu'ils veulent revenir aux fondamentaux de la presse extrême droite, c'est-à-dire à la période de la Belle Époque et de l'entre-deux-guerres. Et Zemmour, il le dit, c'est un admirateur de Bainville, donc de l'Action française. C'est quelqu'un qui nous a expliqué en plateau sur CNews à 2 reprises que Dreyfus était sans doute coupable, que Zola lui-même était coupable parce qu'il avait affaibli l'armée française et que c'était pour ça qu'on n'était pas préparé en 14, et qu'en revanche, Pétain, lui, était innocent, il avait sauvé les Juifs. Donc une espèce de relecture qui est exactement le discours traditionnel de l'extrême droite catholique, disons, et antisémite en l'occurrence, et dans laquelle il s'inscrit, et des propos qu'il a tenus au sein du groupe Bolloré, alors que pour le reste, ce groupe, il se prétend démocrate chrétien, modéré, etc. Zemmour, lui, il dit les choses. Il sait où il veut revenir. Il veut revenir à cette extrême droite-là, cette extrême droite des origines, et il l'assume beaucoup plus clairement que la plupart des autres figures actuelles de l'extrême droite. Zemmour est très intéressant, vous l'aurez entendu, dans l'œil de Moumou sur le Média TV. J'allais comprendre intelligent, mais non intéressant. Mais c'est vrai qu'il est fascinant. Je pense aussi qu'il est intelligent et qu'il faut écouter ce qu'il dit et lire ce qu'il écrit. C'était le sens de mon propos, évidemment, Alexis. Alors, c'est idem pour Caroline Yadan, donc celle qui nous a fait presque regretter Meilleur Habib de tout à l'heure. Donc, la députée de la 8e circonscription des Français de l'étranger, notamment Israël, mais pas que. Mais bon, pour elle, c'est que Israël. Et elle veut un contrôle absolument strict des médias. Elle vient d'écrire un courrier, alors il est super long, je ne vais pas vous le lire, mais un courrier à Rachel Dati pour fustiger une circulaire qui tournerait dans les médias publics radiodiffusés notamment, pour cadrer les termes à utiliser, notamment pour...
surtout pour le conflit à Gaza, en disant que, par exemple, il fallait parler de Cisjordanie occupée. Bah ouais, c'est le terme juridique reconnu par les instances internationales, et puis qu'on ne devait pas utiliser le terme Judée-Samarie. Bah, Judée-Samarie, oui, ça n'existe plus. Enfin bref, et donc elle, pour la deuxième fois, puisqu'elle était intervenue avec succès auprès de France Info, et on avait obtenu de la directrice de la communication, ah là là, t'inquiète pas, nos Lucky Luke sont intervenus avant l'heure, sous-entendu avant même que t'appelles, sur un bandeau où il y avait marqué 200 otages palestiniens, comme s'il n'y avait pas d'otages palestiniens. Enfin bref. Et donc elle aussi va, comme vous le disiez Alexis, va marquer une nouvelle fois sa volonté de tenir les médias et de les faire marcher au pas. Est-ce que ça raconte quelque chose de notre époque, cette espèce de consensus à la droite de la droite et à l'extrême droite de vouloir museler et mettre au pas, j'ai pas d'autre expression, les médias? Alors c'est un courrier qui est hallucinant, et en plus elle est députée Renaissance, elle, théoriquement. Théoriquement, oui. C'est un peu écarté depuis que Macron a reconnu la Palestine. Elle a été élue sur cette liste-là, donc c'est pas du tout effectivement la ligne à l'Élysée en ce moment. Et puis surtout, elle parle de médias publics, mais pas de n'importe quel média public, c'est l'audiovisuel public extérieur. France 24 et RFI, c'est France Média Monde. Et même dans le projet de holding, qui était en lui-même très dangereux de Rachida Dati, on avait conscience qu'on ne pouvait pas mettre France Média Monde à l'intérieur, donc on l'avait sorti de ce projet, parce que c'est notre crédibilité en tant que démocratie. Quand on supprime RT et Sputnik, à juste titre, c'était des médias de propagande de Poutine, c'est en disant, nous, notre audiovisuel public extérieur, il est indépendant, ce ne sont pas des médias de propagande. Donc là, il y a quelqu'un qui revendique de s'ingérer dans le fonctionnement de la rédaction, dans le discours tenu à l'antenne, et en plus au service d'un discours qui est hallucinant. Judée-Samarie, enfin, ce sont des termes qui ne sont pas reconnus par la communauté internationale. C'est la Cisjordanie, ça appartient aux Palestiniens, et les Israéliens n'ont rien à y faire. Toute la communauté, même Trump aujourd'hui dit que les projets d'extension, d'annexion de la Cisjordanie n'auront pas lieu et que lui l'empêchera. Donc là, on est... Alors, ça contamine malheureusement le reste de l'espace médiatique. J'ai entendu Christophe Barbier expliquer sur un plateau que les Juifs étaient chez eux en Judée-Samarie, ce qui est hallucinant. La Bible n'est pas un cadastre. Ce sont les traités internationaux qui définissent. Et là encore, je parlais de la Russie. Quand la Russie envahit l'Ukraine, tous on se bat aux côtés de l'Ukraine, en tout cas dans les discours, en disant qu'il y a le respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine qui est menacé. Alors que pour Poutine, c'est chez lui, donc il a raison de s'étendre et d'annexer ses territoires. C'est la même logique avec la Cisjordanie. Donc si on reprend le vocabulaire de l'extrême droite israélienne dans des médias publics français, c'est évidemment inadmissible. Ça serait une espèce de capitulation face au ministre d'extrême droite israélien. Et heureusement que la rédaction de RFI et de France 24, que ces rédactions tiennent bon. Elles font leur travail. Et là, dans le courrier, elle explique qu'au nom de la déontologie journalistique, ils doivent laisser utiliser ces mots. Bien non, au nom de la déontologie journalistique, ils doivent respecter le droit international. Le droit international ne reconnaît pas l'existence de la Judée-Samarie. Ce sont des termes bibliques. Le territoire, en l'occurrence, s'appelle la Cisjordanie. C'est un territoire palestinien. Absolument. Est-ce que vous avez un point de comparaison historique où des politiques sont intervenus à ce point-là pour pouvoir recadrer des médias? Ça existe dans toute notre histoire, surtout celle de l'audiovisuel, puisque le RTF a été créé pour ça. C'est-à-dire, c'est ce que disait Perfit à propos de Gaulle. Il disait que pour De Gaulle, De Gaulle disait « la télévision est à moi, la presse est contre moi ». Et donc c'est parce qu'il estimait que la presse écrite lui était hostile qu'il avait créé l'ORTF comme un outil, comme un prolongement de sa propre parole. On revient à De Gaulle, c'est marrant. On y revient toujours pour le meilleur et pour le pire, parce que là, en l'occurrence, l'utilisation qu'il a fait des médias publics est évidemment condamnable, et Pompidou dira que c'est la voix de la France, et ça ne doit précisément pas être la voix de la France. C'est problématique quand il s'agit de médias publics radio, télé, mais encore plus quand il s'agit de l'audiovisuel public extérieur. Et là, ce qui me paraît singulier, c'est qu'on s'attaque à l'indépendance rédactionnelle de RFI et France 24. Même Rachida Dati, dans son projet de holding, n'avait pas osé aller jusque-là. Vous diriez globalement que, et j'en finis là-dessus, mais que globalement, Perfit et De Gaulle utilisaient la télévision comme le Concorde.
Oui, un peu. Ça doit être l'image positive de la France. C'est complètement comme ça. Quand il y a une nouvelle formule du journal télévisé, c'est Perfit qui vient l'annoncer en plateau, et vous avez Léon Zitrone qui lui dit « Puisque c'est vous qui avez conçu ce journal, eh bien vous allez nous expliquer comment il va fonctionner ». C'est des scènes hallucinantes. Évidemment que ça ne fonctionne plus comme ça aujourd'hui. Et il y a une tentation en France, qui est la tentation monarchique, qui vient de très loin. Moi, j'ai d'abord travaillé sur la presse d'Ancien Régime. On a instrumentalisé la Gazette, qui au départ était un journal indépendant et pluraliste. Il y avait un autre journal, Les Nouvelles Ordinaires, au même moment, 1631, et on l'a fait passer sous la coupe du pouvoir, au point que Louis XIII et Richelieu écrivaient eux-mêmes un certain nombre d'articles, comme Bonaparte le fera dans les bulletins de la Grande Armée. La tentation du pouvoir en France d'utiliser la presse pour célébrer sa propre action a toujours existé. Elle existe depuis l'Ancien Régime, et dans le fonctionnement de la Ve République, qui est un régime assez clairement d'inspiration monarchique, eh bien, il y a eu cette tentation-là. Et tout le rôle des médias après, ça doit être d'affronter cela, d'empêcher cela. Or, on voit aujourd'hui que cette tentation revient dans le discours de certains dirigeants, et évidemment que si l'extrême droite arrive au pouvoir, ils vont se servir. Moi, je ne crois pas du tout qu'ils privatiseront l'audiovisuel public. Ils vont l'utiliser comme un instrument de propagande. C'est ce qui se passe partout, dans toutes les démocraties libérales, et c'est ce qu'on verra également en France. On voit que cette tentation existe déjà. Là, on a une députée qui demande à l'audiovisuel public extérieur français de tenir un discours complètement contraire aux normes démocratiques, et c'est particulièrement inquiétant, évidemment. Et on va passer à notre flop dont le nom est assez sympa. C'est Flop Délire Méga Groove. Il est attribué au Figaro TV et à son invité, alors qu'il parle beaucoup, puisque j'ai regardé tout à l'heure, elle parle beaucoup, elle prend des pincettes et finalement elle veut juste dire une chose, qu'on accorde trop de liberté aux minorités, et en plus on ne la contredit pas. Ah ben c'est encore pire que ça, parce que alors elle se dit spécialiste de l'international, je sais pas quoi, journaliste, grand reporter, ils sont toujours des titres qui me font marrer. Et alors pareil, c'est un nouveau type de média, enfin nouveau, relativement nouveau, c'est que chaque média se met à faire sa TV. Bon, c'est comme ça. Là, le Figaro crée sa TV. C'est pas la première fois qu'on les observe et qu'on les épingle. Mais là, ils vont prouver une fois de plus qu'on peut dire absolument n'importe quoi. Alors, c'est pas seulement qu'ils épinglent les minorités façon wokisme, mais c'est qu'elle va en venir à la fin de sa... T'as eu du courage de regarder jusqu'au bout. C'était long. Hein. C'était relou. Je comprenais pas, mais où elle veut en venir? Ah non, mais c'était relong et relou. Elle va donner quitus à J.D. Vance, donc le proche de Trump, en expliquant que la minorité, ou les minorités en vérité, ont imposé leur mode de vie à la majorité. Mais d'où ça sort, ça? D'où ça sort que, par exemple, les LGBTQI+... Oui, parce qu'il y a des minorités ethniques et sexuelles. Oui, ethniques et sexuelles. D'où est-ce qu'on nous impose de manger du couscous et d'avoir des rapports homosexuels? C'est complètement stupide, je vous laisse écouter. Quand J.D. Vance reproche aux pays européens d'avoir été beaucoup trop loin de manière extrêmement excessive dans la distribution des libertés individuelles. Je parle des minorités comment on dit, enfin, ethniques, sexuelles, etc. quoi. Je trouve qu'il a complètement raison. C'est-à-dire que la liberté... Enfin, tout le monde fait ce qu'il veut de son corps, mais la liberté individuelle, la liberté de chacun, normalement, s'arrête à la liberté collective des autres. C'est-à-dire qu'on peut vivre comme on veut, mais nos sociétés se sont mises à vouloir imposer des modes de vie minoritaires à la majorité. On ne commentera pas, on a vu, je pense que ça suffit. Bon. On va passer à ton flop, ton avis, on s'en fout, Polo, je vous le dis, Polo, c'est Paul Laroux-Turoux, et vous allez le voir dans la séquence, il est plutôt détente. Hein. Ah, il est génial. Alors, c'est la fameuse taxe Zuckman, il va se retrouver face à lui, il va le suivre pendant une journée, alors ça c'est très bien mon Polo, je salue le mien d'ailleurs de Polo, mon fils s'appelle Polo, mais on s'en fout. Et en toute décontraction, il va tout simplement lui dire que son truc à Zuckman, Zuckman il a fait maths au lycée, il connaît rien en économie ce pauvre Zuckman. Il va lui dire ton truc ça marchera pas. Mais à quel titre? Mais comment tu peux sortir une connerie pareille? Mais en plus vous allez voir avec une espèce de hauteur, mais de toute façon ça passera pas puisque le FN enfin le RN est contre, le machin est contre et le machin est contre. Mais qu'est-ce que tu réponds pas ça à quelqu'un? C'est pas le rôle d'un journaliste de faire ça. Ça c'est un débat politique, c'est un débat contradictoire, je l'entends, mais c'est pas le rôle d'un journaliste. Je vous laisse écouter.
Il me fait planer, ce polo. Je vous laisse écouter. Les plus fortunés payent 2 fois moins que le reste de la population, ce qui vient en violation de nos principes fondamentaux d'égalité devant l'impôt. Le problème, c'est que votre taxe n'a aucune chance d'être adoptée puisque le RN, les LR, tout le monde a dit que c'était mort. C'est fini, là, la taxe Zuckman. La taxe Schuman ne va pas être votée aujourd'hui. Mais vous savez, ces évolutions, ça met des mois, ça peut mettre des années, parce que ce dont il s'agit, dans le fond, c'est de poser un nouveau principe. Et c'est d'élargir le champ de la démocratie en faisant entrer les milliardaires dans la solidarité nationale, à laquelle ils ne leur aient pas encore demandé de participer. Et bien, comme tous les progrès de la démocratie, c'est des choses qui mettent du temps. Et moi, dans les semaines qui viennent, je vais continuer mon travail de pédagogie, d'explication, pour permettre une appropriation citoyenne des savoirs, qui finira, je n'en ai aucun doute, par trouver sa traduction politique à l'Assemblée nationale, parce qu'il y a une immense majorité de Françaises et de Français qui soutiennent ce principe de poser un plancher incompressible d'imposition pour les ultra-riches. J'ai presque envie de dire, mon polo, rendez-vous la semaine prochaine. Ouais. Encore polo, mais encore pas l'un de lui. Allez, on passe au flop. Contresens historique, parce que Radio France va dire au revoir à ses spécialistes climat au moment où on aurait bien besoin d'eux. Hein. Ah bah, elle a dit au revoir. J'ai halluciné. En fait, j'écoutais d'une oreille distraite, en préparant mes lasers, mais on s'en fout. J'écoutais d'une oreille distraite, et puis j'ai vraiment vu s'enquiller au fur et à mesure des heures, des applaudissements. Alors, quand on applaudit à la radio, généralement, c'est qu'il se passe quelque chose. Et donc, j'ai tendu l'oreille, et puis effectivement, des grandes voix, je le dis en toute confraternité, en toute sympathie, comme Élodie Calac, Sébastien Léas et Olivier Proust, disparaître de l'antenne, disparaître littéralement. Alors, pourquoi je l'appelle contresens historique ? Parce qu'ils vont, en fait, alors on va voir l'article qui en parle, l'un des articles qui en parle. Radio France a décidé de se séparer, alors soi-disant pour des raisons économiques, ce qui pose quand même une question, ça nous renvoie à notre chère Rachida. Ils vont se séparer des grandes voix de la météo et du climat. Et j'insiste sur le climat, parce que rares sont, alors il y a La Terre au carré, sur France Inter notamment, mais rares sont les émissions sur ces questions fondamentales. Et là, on va se séparer de gens qui avaient une analyse profonde, réelle, au moment où quand même, par exemple, les États-Unis annoncent qu'ils vont envoyer un clampin. D'ailleurs, c'est sympa pour la personne qui va y aller, qu'on n'enverra pas de personnalité de haut rang au sommet sur le climat. Je trouve ça hallucinant de la part du service public, mais vraiment totalement hallucinant. On continue de douiller pour Sofia Boko Haram, et là, on se sépare des gens hyper qualifiés de Météo France. Je trouve ça... j'ai même pas les mots. Je trouve ça hallucinant. Je ne comprends plus. Je parle souvent de la fenêtre d'Overton médiatique, à savoir que le service public, notamment France Info, et là, pour le coup, France Inter, rejoignent par capillarité les travers de BFM ou de CNews. Là, je pense que c'est vraiment quelque chose de... J'aimerais avoir votre avis là-dessus. En fait... J'ai la même inquiétude que vous. La bollorisation des médias, elle est prégnante, elle est évidente dans tout l'espace médiatique. Et les médias publics, qui sont très fragilisés depuis l'ère Macron, parce qu'il y a eu des coupes budgétaires depuis 2017. Dès 2017, il a attaqué l'audiovisuel public en disant que c'était une honte pour nos concitoyens. Il a attaqué les programmes, les contenus, les dirigeants, tout le monde. Il a surtout supprimé la redevance. Et ça, c'est une décision gravissime et dont on paye le prix aujourd'hui. Et on voit effectivement une tentation, comme il y a moins de moyens, comme il y a une pression qui vient des médias bollorés qui attaquent l'audiovisuel public tous les jours, qui est bien de devancer leurs désirs et de supprimer un peu l'humour politique, de le limiter en tout cas, et on voit bien ce qui est arrivé à l'équipe de Guillaume Meurice. Moi, ce qui m'a le plus catastrophé, c'est à la rentrée, on a une seule émission d'investigation sur France Inter, qui était le samedi, qui s'appelait Secret d'info. Elle était donc hebdomadaire, elle est devenue mensuelle. Et ils nous ont expliqué que c'était à la demande de l'équipe. Je peux vous dire que je connais bien l'équipe et qu'ils étaient tous vent debout contre cette décision. Donc en plus, on a menti sur les raisons de cette décision. Donc il y a une tentation aujourd'hui qui est effectivement d'aller dans le sens voulu par les médias bollorés. Et c'est une erreur gravissime dont les conséquences pourraient être dramatiques. Pour nuancer un peu, il y a des rédactions, elles se battent et
Il faut imaginer aujourd'hui que dans le champ médiatique, il y a énormément de rédactions qui se battent. Vous parliez du Figaro tout à l'heure. Au Figaro aussi, il y a une rédaction qui se bat pour ne pas céder aux tentations de l'extrême droitisation. Le groupe Bayard a résisté à ce terrain, ou en tout cas à son numéro 2, Marianne aussi. Il y a partout dans l'espace médiatique des rédactions qui essayent de préserver leur intégrité rédactionnelle. Et c'est le cas au sein du service public. Donc j'en viens à cette question. Est-ce que vous estimez que le service public, aujourd'hui, est en train de faire la course et veut rattraper les BFM, les CNews et les autres médias privés ? Non, je pense qu'il faut nuancer, c'est-à-dire qu'il y a une tentation qui peut exister parce que le champ médiatique est contaminé par l'espace Bolloré, qui est un groupe dont on n'a jamais connu... à ce point, d'abord, un groupe aussi puissant et aussi élargi, aussi cohérent que celui-là, et puis qui crée une telle peur au sein de l'espace médiatique, et les médias publics sont fragilisés d'un point de vue économique, d'un point de vue de leur indépendance. La redevance, je le disais, est catastrophique, la fin de la redevance, et effectivement, il y a ces pressions qui s'exercent aujourd'hui sur lui, qui sont à la fois politiques et médiatiques avec le groupe Bolloré. Mais on ne peut pas encore dire, le combat n'est pas perdu. Il sera perdu si l'extrême droite arrive, et là, ils seront transformés en levier de conquête idéologique au service de ces idées-là. Ça n'est pas le cas pour l'instant. Il y a des tentations qui sont de céder, en fait, de capituler étape par étape face au monde Bolloré, mais il y a aussi des rédactions qui se battent. Et moi, j'ai envie de me situer aux côtés de ces rédactions, et je vois qu'elles continuent à essayer de travailler normalement, aussi normalement que possible dans un tel contexte. Pour vous, encore aujourd'hui, en France, on peut s'informer sur France Info normalement? Sur France Info Radio ou sur France Info Télé? Télé. Moi, je pense que c'est les médias où je suis allé, et je pense qu'il y a des rédactions qui continuent à faire du travail. Il s'est passé des choses hallucinantes. J'ai le souvenir, et là, c'est vraiment la bollorisation d'un plateau sur la Riviera à Gaza. Ah oui, c'est ce qui restera le summum. C'est ce qu'on disait avec Daniel Schneiderman il y a quelques semaines. C'est incroyable. C'est incroyable parce que même Bolloré n'oserait pas faire ça. Donc c'est la volonté de faire comme Bolloré, sans les moyens et sans assumer l'idéologie. Mais c'est ce qui se passe quand vous avez moins d'argent, moins de gens envoyés sur le terrain, que vous essayez de faire du journalisme d'opinion à la CNews, et que vous cédez à cette tentation de l'extrême droitisation. Mais ça a été un plateau. Moi, je pense qu'on ne peut pas réduire tout le traitement de la guerre de Gaza et du génocide à ce qui s'est passé dans cette séquence. En fait, on est face à un risque démocratique immense, c'est-à-dire que le groupe Bolloré, comme je le disais, n'a pas d'équivalent dans notre histoire. Il a un but qui est de renverser la démocratie. Il va peut-être y parvenir, mais ça, pour l'instant, ça n'est pas encore le cas. Il y a des contre-pouvoirs qui existent encore, et même s'il est fragilisé, le service public, l'audiovisuel public, reste un contre-pouvoir. Qu'il cède par étapes, qu'il y ait cette tentation-là, qu'il y ait des évictions, comme celles que vous avez signalées, qui sont dramatiques, il faut le dire, il faut le dénoncer. Il y a aussi des rédactions qui se battent, il y a aussi des journalistes qui essayent de continuer à faire leur travail, y compris à France Info Télé. Il faut être à leur côté. Alors, on parlait tout à l'heure de ces nouveaux médias d'extrême droite, notamment Frontières. Alors là, on va voir une image absolument extraordinaire où ils vont vendre du goodies, bon, pourquoi pas. Sauf que là, très clairement, regardez bien ce que peut écrire une journaliste, en l'occurrence, de Frontières. Alors moi, j'ai toujours défendu le fait que la bascule, c'est qu'avant, on recrutait des journalistes qui... peut-être par autocensure ou par le plaisir ou l'envie de plaire à son patron, rentrer dans un moule, et que là, c'est l'inverse. On les embauche parce que c'est déjà des fachos et que, du coup, ils collent au truc et que ce n'est pas du tout des journalistes. Et là, elle va développer un truc complètement complotiste et délirant en partant du Louvre, en arrivant à des meurtres et compagnie, pour dire tout le monde sait. Sous-entendu, tout le monde sait que c'est des et compagnie. Là, on est dans quelque chose de tout à fait nouveau. Alors, je vous poserai la question juste après de savoir comment on peut contrarier ça. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a également d'autres médias. Et là, on va voir Pierre-Jean Chalençon, cette espèce de taré que quand il pleurniche pas, il dit pas quand on le traite d'antisémite et qu'il dit il a des amis juifs, et quand on le dit qu'il est raciste, il dit qu'il mange du couscous. Bref, c'est Morano puissance 10. Retailleau aussi avait dit qu'il aimait le couscous, non? Oui, absolument. Oui, c'est marrant. Je vais ouvrir un resto, moi, dans le quartier. Non, dans le quartier, il y a un peu de concurrence. Oui, c'est pas mal, c'est vrai. Vous me faire embaucher. Je suis sûr d'avoir un travail à vie. Il est donc ce
mec-là est maintenant régulièrement invité chez Hanouna. Je pense qu'il a réussi son coup, hein, il a dans l'exubérance. Et là, il va parler donc chez Hanouna notamment de Rachida Dati, reine du couscous. C'est quand même affaire à une ministre d'État, sans que ça pose de gros problèmes, in fine. Et il va tenir ses propos sur un média alternatif. Alors je crois que c'est un média qui est proche de Radio Courtoisie, si je ne m'abuse. Je vous laisse écouter. Mais il y a un moment, ça va, quoi. Alors, on n'a plus de gouvernement, on a une dette abyssale, il y a une surpopulation maghrébine qui est en train de nous assassiner. Faut qu'on ferme notre gueule, parce qu'on est tellement gentils, nous les cathos, que bientôt on va se faire égorger chez nous, il faudra encore bien dire merci. Mais je veux dire, on pourra bien bientôt plus bouffer de porc, n'est-ce pas? On en a ras-le-bol de la bamboula. Donc, et là, cette bamboula, n'est-ce pas, médiatique, eh bien, fait qu'on en est à voler même maintenant les musées. Non mais écoutez, on en est où? La question, c'est comment on peut intervenir. Tout à l'heure, vous aviez parlé notamment des 24 News et le fait que l'Arcom n'avait pas de prise dessus, alors, quand bien même elle souhaiterait, parce que c'est quand même la base vu le fonctionnement de l'Arcom. Mais comment on peut réguler tous ces... Est-ce que vous avez réfléchi à cette question de la régulation de tous les médias périphériques à la TNT en l'occurrence? Alors, l'Arcom a été créé sur la fusion d'Adopi et du CSA. Et donc, ils ont une mission qui est aussi de réguler les réseaux sociaux et les médias un petit peu qui tournent autour, voilà, les médias alternatifs. C'est une tâche abyssale, herculéenne, et dont ils n'ont pas les moyens, en fait. Malheureusement, ils avaient déjà du mal avec les fréquences TNT. Donc, gérer tout l'espace médiatique, c'est impossible. Mais là, on a des propos qui relèvent du racisme le plus évident et qui relèvent donc pas simplement des lois spécifiques aux médias, mais de la loi de 1880 qui fixe le cadre de la liberté d'expression, ou la loi Pleven, qui est une loi antiraciste, qui date de 1972. Tout cela, ça relève de la loi. Il faut une plainte, en fait. Il faudrait une plainte et que ce sinistre individu soit puni au nom des lois françaises. Là, ça relève même pas de la régulation, ça relève de la loi et du pénal, en fait. Mais ce que je veux dire concrètement, on comprend qu'il faudra qu'une association se lance dans la bataille, mais est-ce qu'il existe quelque chose qui pourrait interdire, par exemple, ou pas du tout, la diffusion de ce genre de chaînes complotistes, racistes, l'Arcom peut rendre des sanctions et des pénalités. Je ne pense pas qu'ils aient le pouvoir de fermer un média. Je ne veux pas m'avancer sur un domaine que je ne maîtrise pas assez, mais la justice pourrait le faire, je pense. Là, on a un cas... Les propos de... Moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, je suis davantage spécialiste des médias journalistiques ou audiovisuels. Oui, tradis. Voilà, je viens plutôt de là. Et or, quand il est interviewé par Hanouna, qui a perdu la fréquence TNT, si C8 n'existe plus, c'est en raison de ses écarts à lui. Il est recruté quand même par le groupe M6. On nous explique à l'époque qu'il n'aura plus le droit, que tout va être contrôlé, qu'il n'y aura plus de dérapage. S'il invite ce Chalençon, c'est qu'il sait exactement, et d'ailleurs sa parole n'est pas régulée en plateau, hein, quand il s'en prend à Rachida Dati, ça fait rire Hanouna. Hanouna le fait venir pour ça. Donc moi je crois que là ça renvoie très directement au rôle de l'Arcom. Ils ont choisi courageusement de retirer sa fréquence à C8. Hanouna continue à faire exactement la même chose qu'avant. Le groupe M6 n'ose pas intervenir parce qu'il fait de l'audience, hein, il faut dire aussi ce qui est, mais l'Arcom devrait ici donner des pénalités à Hanouna pour laisser libre cours à de tels propos qui relèvent évidemment de la loi de 86. Dans le cas des propos qu'il tient là sur la bamboula, etc., qui sont abjects, ça relève carrément du pénal et il faudrait une plainte, à mon avis. On va suivre ça et on vous tiendra évidemment informé. Alexis Lévrier, vous parliez tout à l'heure du service public qui était finalement le contre-pouvoir de CNews & Co. Est-ce que le journalisme indépendant, comme le média par exemple, comme d'autres médias indépendants, peuvent-ils vraiment peser face aux géants de la concentration? Et de quelle manière on peut le faire? Alors là, le vrai problème, c'est la loi de 86 dont je parlais, qui a un volet sur la concentration des médias et qui n'est plus utilisé. Donc on a des grands groupes comme le groupe Bolloré dont les seules limites sont venues du côté européen, qui ont obligé à la vente d'Editis pour l'achat d'Hachette ou à la vente de Gala pour acheter Paris Match. Mais rien n'est venu du niveau français, ce qui prouve bien que notre loi est obsolète. Et ce qui est également obsolète, et ce qui rend si fragile les médias indépendants, sont les aides à la presse. Les aides à la presse, les principaux bénéficiaires aujourd'hui sont des gens comme Bernard Arnault, dont on peut penser qu'ils n'en ont pas vraiment besoin. Vous en auriez, je crois, davantage besoin ici. Donc il faudrait que le système des aides à la presse, qui est très ancien, hein, les premières aides, ça date de la période révolutionnaire, et la presse française étant traditionnellement fragile, dépendante du pouvoir, eh bien, on a besoin de ces aides pour qu'il y ait un pluralisme démocratique.
Sauf que ces aides, aujourd'hui, profitent à des grands groupes qui n'en ont pas besoin et dont on voit qu'ils écrasent l'espace médiatique, en plus avec des biais idéologiques de plus en plus évidents. Donc il faudrait que ces aides soient réorientées massivement vers les médias indépendants. Sinon, ils resteront fragiles, comme c'est le cas du média, comme c'est le cas à part Mediapart aujourd'hui, tous les grands médias, tous les médias indépendants souffrent, sont dans un équilibre précaire et c'est ça qui est très inquiétant. Je crois qu'il faudrait revoir notre système d'aide à la presse et que ça puisse bénéficier à des médias comme le vôtre. Alors, il y a une question qui revient souvent. J'entends qu'on parle de régulation, et Amira a très bien fait de poser la question des médias, mais la régulation des journalistes. Beaucoup de gens, alors on l'a déjà exprimé ici, mais beaucoup d'internautes, notamment, de téléspectateurs et téléspectatrices, j'aime bien les côtés Léon Zitrone, pensent sincèrement de bonne foi, qu'il y a des conditions éthiques, déontologiques pour l'attribution de la carte de presse et surtout pour le renouvellement de la carte de presse. Il y a des gens comme par exemple Kevin Razi, comédien et humoriste, qui milite pour que, une fois qu'on a péché 2-3 fois en ayant menti sciemment, en ayant sorti des fake news, qu'on soit dégagé des plateaux télé, qu'on soit chroniqueur ou journaliste. Et quel est votre point de vue sur ce conditionnement éventuel, un peu comme les aides publiques, ce conditionnement éventuel à l'attribution ou au renouvellement de la carte de presse? Moi, je serais tout à fait favorable, et je suis d'accord avec Kevin Razi. Simplement, il faut bien voir que c'est un débat très ancien, qu'au moment où on a créé la carte de presse en 1935, ce débat existait déjà. C'est-à-dire qu'on a invoqué le critère déontologique comme étant une condition d'attribution de la carte de presse. Et ce sont les journalistes eux-mêmes, et notamment les syndicats, le syndicat principal, qui ont refusé cela parce qu'ils avaient peur qu'on contrôle trop de l'extérieur le travail journalistique. Or, il était question de créer l'équivalent du Conseil de l'ordre des avocats, donc quelque chose qui relèverait de l'autorégulation de la presse. Et depuis, chaque fois qu'il y a une tentative pour imposer des règles déontologiques à l'échelle de la profession, c'est refusé notamment par les grands médias. On l'a vu avec le CDJM, le Conseil de déontologie, qui n'a pourtant pas de pouvoir, il rend des avis voilà, que personne n'écoute en général. Ils font un très bon travail, très utile, simplement qui n'a pas de pouvoir de sanction. Mais même sa création a donné lieu à des attaques innombrables où on y voyait la main du pouvoir politique. Donc ça, c'est ce qui se produit à chaque fois. Or, c'est ça qui à mon avis, pourrait sauver la presse, c'est-à-dire de pouvoir faire le ménage. Il y a quand même des critères. Il y a la CPPAP, notamment, c'est une commission paritaire qui détermine si un média mérite l'agrément journalistique, d'être considéré. Mais il a fallu très longtemps pour que François, qui est devenu un site complotiste, se voit retirer cet agrément. Et Faits et Documents, qui a lancé la rumeur sur la transsexualité de Brigitte Macron, donc un pur média d'extrême droite complotiste, a toujours cet agrément. Il est toujours considéré comme journalistique, et donc il a toujours toutes les aides à la presse. Il faudrait une instance d'autorégulation de la presse qui ait des pouvoirs de sanction et qui ait le pouvoir effectivement de retirer la carte de presse le cas échéant. Sauf que ce sont les médias eux-mêmes, ce sont les journalistes eux-mêmes qui le rendent impossible, et je le regrette évidemment. Ça me fait plaisir d'entendre ça sur notre plateau. C'est très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Alexis Lévrier d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Et Moumou, au revoir, et puis je te dis à la semaine prochaine. Avec grand plaisir, bien évidemment. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. On revient la semaine prochaine pour un nouvel épisode de L'Œil de Moumou. En attendant, excellente suite des programmes sur le média.